Bonjour les amis. Les plus anciens d'entre vous, dont je fais partie, n'ont sans doute pas oublié cette magnifique chanson de Guy Béart, La Vérité, où il disait donc dans le refrain que le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Donc c'est une chanson très très belle qui remonte à 1967. 1967, j'avais 14 ans, je venais d'avoir mon BEPC, et oui j'avais un an d'avance, mais j'avais choisi d'apprendre un métier, le métier de typographe, et j'ai fait 3 ans, donc 40 heures par semaine, levé 6 heures du matin, transport d'1 h 30 pour aller, 1 h 30 pour retour, et rentrer chez moi vers 6 h 30, 7 heures tous les jours pendant 3 ans, pour finir avec un CAP de compositeur typographe, en apprenant par ailleurs que ce métier était en train d'être remplacé par la photocomposition. Mais c'est une autre histoire, on va revenir à Guy Béart. Comment ne pas penser à cette chanson de Guy Béart quand vous apprenez hier qu'Éric Zemmour a à nouveau été condamné par la justice française pour avoir tenu des propos suite à la mort du petit Thomas à Crépol, pour avoir tenu des propos que les médias et les juges ont considérés comme une injure raciste, rien de moins. Donc évidemment, dans les médias, Éric Zemmour, injure raciste, condamnation, et après ça va permettre aux gauchistes de dire que quelqu'un qui a déjà été condamné par la justice, il n'a plus le droit de se présenter à une élection. Ben voyons. Donc qu'est-ce qu'il a dit de si monstrueux, Éric Zemmour, au lendemain de Crépol? Il n'a fait que reprendre, je vous ai mis toute son intervention qui est magnifique, qui est sincère, qui touche juste, qui dit ce que les Français ressentent. Donc Éric, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait du Gérard Collomb, ce ministre de l'Intérieur, qui avait compris ce qui se passait mais qu'on n'a jamais tiré les conclusions, paix à ses cendres par ailleurs. Gérard Collomb avait parlé de deux peuples qui aujourd'hui sont côte à côte, disait-il, et qui demain se retrouveront face à face. Et donc Éric a dit que finalement, Crépol, ça montre un petit peu qu'il y a deux France, qu'il y a deux populations sur le même territoire, et il a parlé de la jeunesse après, il a parlé de la jeunesse de Thomas et de la jeunesse de Chaïd, et il a expliqué qu'il est hanté par le nombre de morts, le nombre de nos jeunes qui tombent tous les jours, que ça le mine, que ça le travaille, comment les Français ne ressentiraient pas cette même angoisse. Et il a expliqué que la jeunesse de Chaïd, c'était bien souvent une jeunesse de prédateurs, une jeunesse de haine, qui n'avait qu'une envie, c'était de se farcir du blanc et du français. Il n'a pas utilisé ces mots-là, mais on en était à peu près là. Immédiatement dans la France de Macron, la patrouille s'est mise en route. La DILCRA, un machin créé par Manuel Valls pour placer un de ses préfets qui avait pas de boulot, un truc scandaleux. Il y avait déjà toutes les associations dites antiracistes gavées de subventions, il y a la plateforme Pharos, il a fallu qu'ils rajoutent encore des bureaucrates, des fonctionnaires branleurs, inutiles, nuisibles, mais payés par nos impôts, pour continuer les signalements. Donc ça signifie le flicage. Vous avez en France des centaines et des centaines de petits policiers dits antiracistes, payés par nos impôts pour fliquer les gens qui, comme le disent Guy Béart, disent la vérité et doivent être exécutés. Donc il y a la DILCRA qui a commencé, évidemment SOS Racisme, vous savez, les grands antiracistes qui nient le racisme anti-blanc, et puis deux zozos, deux députés et les fils. C'est dommage, j'aurais bien aimé connaître leur nom. Autrement dit, les collabos, parce qu'il faut les appeler comme ça quand même, les collabos en action pour museler et faire taire cette vérité, parce que les premiers qui disent la vérité, ils doivent être exécutés. Alors c'est encore mieux, parce que sur Crépol, dans la France de Macron, il s'est trouvé des juges
qui, dans le dossier d'instruction, ont réussi à faire disparaître des témoignages de personnes présentes sur les lieux, naturellement, qui auraient pu être tuées elles aussi, et qui ont affirmé que les assassins venus avec des couteaux, donc, avaient proféré des insultes anti-blancs et des insultes anti-françaises avant de tuer Thomas. Et donc, il y a des juges quand même qui font disparaître une pièce comme ça d'un dossier. On est quand même aujourd'hui à ce que l'assassin n'est pas arrêté. On sait qu'il y a 7 ou 8 noms, des noms par ailleurs, tous musulmans, tous maghrébins. On sait que dans la France de Macron, Damien Rieu, pour avoir révélé ces 8 noms, s'est retrouvé devant un juge récemment. On sait que dans la France de Macron, on a un Patrick Cohen qui reprend la thèse des racailles de la cité de la Monnaie à Romans en expliquant qu'ils ont été victimes d'insultes racistes. Autrement dit, les assassins sont les victimes. Les assassins ont été provoqués. Les vrais coupables, c'est les salopards de rugbyman, bien blancs, bien français, bien campagnards, bien gaulois, de Crépol. Il se trouve 3 salopards de journalistes déguisés, journalistes, des militants d'extrême gauche déguisés en antifa, en journalistes plutôt, donc qui eux vous font un bouquin, Une nuit française, où en gros ils véhiculent que tout ça c'est pas de chance, c'est des gens gentils des deux côtés. Finalement il y a deux victimes, parce que les jeunes de la Monnaie c'est aussi des victimes, et que s'ils avaient été accueillis gentiment avec leur couteau dans la fête, Thomas serait pas mort. C'est à peu près ça. Ça scandalise les gens de Crépol qui étaient là. Ils ont l'impression qu'on assassine Thomas une deuxième fois. Mais les médias leur déroulent le tapis rouge, personne leur tape dans la tronche, sachant que c'est des mecs qui avaient déjà écrit un bouquin sur la poudrière de l'ultra-droite, un truc comme ça, un ensemble de conneries, de mensonges et tout. Mais bon, les mecs sont payés par leur rédaction, finalement, pour noyer le poisson et pour faire accepter aux Français l'inacceptable qui se déroule tous les jours. Donc, Éric, c'est intéressant, Éric va morfler en première instance par la 17e 9 000 € d'amende. Alors ce qui est encore plus sournois, c'est que c'est pas 9 000 € que vous castiez comme ça, et donc vous pouvez dire je fais appel et l'appel est suspensif. Oh là, c'est bien plus vicelard, ils ont collé 150 jours à 60 €. C'est pas mal, ça s'appelle des jours amende. Et même si vous faites appel, vous devez casquer quand même, on vous rembourse après si vous êtes relaxé, et si vous casquez pas, vous allez en tôle pour les 150 jours. Extraordinaire quand même, hein. Donc, Éric, 150, alors je vous dis comme ça, nous, dans le même jour, notre avocat, Maître Pichon, plaidait à la 17e chambre, accusé par la LICRA, et après par la LDH qui est venue pour prendre un petit peu sa part comme partie civile, sur des articles qui remontent à 2017, où les deux copains qui avaient écrit les articles, je les connais pas par ailleurs, mais bon, les gars avaient dit que, sur l'islam, en gros, ils avaient expliqué qu'un bon musulman, il devait obéir au Coran, et que s'il obéissait au Coran, il devait faire tout ce que lui demandait le Coran, et le mec donnait quelques détails qui faisaient un petit peu peur, quoi, voilà, incitation à la haine, et sur une autre, le copain expliquait qu'il avait été dans un grand magasin, qu'il avait vu des barbus comme vigiles et des nanas voilées à la caisse, et que ça le choquait un tout petit peu. Je veux dire, on se prend une demande de 5 000 € pour ça. Et le vrai problème, c'est Éric se prend 9 000, mais à mon avis, avec tous les antiracistes qui vont se pointer, ça va se finir à 20-25 000. Le vrai problème, c'est qu'on est tellement habitué à ce qu'on se prenne 15 000 € que quand on se prend 5 000, notre premier réflexe, c'est même plus de se dire c'est dégueulasse, c'est de se dire ça aurait pu être pire. Vous voyez un peu le matraquage et les conséquences qu'on subit. Alors je voulais conclure un peu cette vidéo en disant que ce qui arrive à Éric aujourd'hui est révélateur de ce qui se passe dans une France où tous ceux qui redressent la tête, tous les Français qui refusent de se soumettre, sont immédiatement châtiés, punis, condamnés, matraqués, lynchés
par tous les collabos du système, que ce soit les politicards, les associations ou les médias. Et il n'y a pas qu'Éric, hein, j'avais envie de rebondir. Vous regardez, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais vous regardez l'affaire du le petit Émile. Mais ce qui se passe depuis 48 heures avec le grand-père est un véritable scandale. Encore une fois, je ne sais pas si le grand-père est coupable ou pas. Je crois savoir quand même, je vous fais cette vidéo le jeudi matin, il doit être à peu près 10h30, 11h. Je crois savoir quand même qu'au bout de 48 heures, ils ont relâché le grand-père, ils ont relâché son épouse, ils ont relâché deux de leurs enfants. Alors que pendant 48 heures, on a entendu meurtre, on a entendu recel de cadavres et on a assisté à un véritable matraquage, lynchage du grand-père, qui serait forcément l'assassin parce qu'il a fait 10 gosses, qui serait forcément l'assassin parce qu'il avait la main leste et qu'il vivait à l'ancienne et que les gosses qu'obéissaient pas, il prenait un coup de pied au cul ou il prenait une claque, qui serait forcément l'assassin, tenez-vous bien, parce qu'il ose faire du cheval et que quand il est sur son cheval, il a l'air arrogant, qui serait forcément l'assassin parce qu'il a été scout et que comme scout sur une histoire d'agression sexuelle, il a été écouté comme témoin assisté. Témoin assisté, c'est pas du tout accusé, vous voyez. Puis naturellement, c'est un catholique traditionnaliste, valeur à l'ancienne et tout, c'est forcément l'assassin. Et puis vous avez le lynchage sur le Jarl, alors là c'est grandiose, là. Le Jarl, vous savez, c'est ce chef de boîte de nuit, chef de sécurité qui a sorti un bouquin qui parle de ses 30 ans d'expérience et comment il a fait régner l'ordre en sauvant des centaines et des centaines de personnes d'agression ou de viol, hein, par ailleurs. Il raconte ça, ils ont déjà fermé sa boîte pour 1 mois, bravo le préfet, et puis là, il y a tous les collabos qui multiplient les plaintes parce que dans son livre, il raconte comment il a pu faire régner l'ordre dans certaines villes, quand le maire lui a demandé de régler le problème avec des branleurs de 12 à 17 ans qui terrorisaient la ville et sur lesquels les autorités étaient impuissantes parce qu'ils étaient mineurs, il a débarqué avec ses mecs et puis il leur a donné une sévère correction comme ça se faisait dans le temps et les branleurs ont jamais recommencé. Ça y est, les insoumis, les collabos de la sécurité qui disent qu'il a des méthodes, c'est pas la loi, c'est un scandale, qu'il faut arrêter ça, qu'il n'a pas le droit de fouiller les gens à l'entrée de sa boîte s'il n'y a pas des flics, sauf que les flics, il n'y en a pas assez à Rennes, le Jarl, c'est clair qu'ils vont lui fermer sa boîte. Et donc, pour vous dire, voyez, c'est tous les gens qui sont différents, tous les gens qui incarnent, comme Éric Zemmour, mais les exemples que je vous ai cités, une France fière, une France un tout petit peu virile, je vais pas reparler de Depardieu, hein, une France qui se laisse pas faire, une France qui n'accepte pas de se soumettre, qui n'accepte pas de baisser les yeux, mais une France qui veut lutter, qui combat pour la défense de ses valeurs, et puis, tout simplement, la défense de la vérité, comme le disait Guy Béard. Allez, bonne journée, les amis!